Bonjour, je m'appelle Jean Naudin, je suis psychiatre, prof de psychiatrie à Marseille, à l'hôpital Sainte-Marguerite, à la PHM, et accessoirement, je suis aussi intéressé par la philosophie. J'ai tourné mon axe de recherche personnelle vers la psychopathologie et la philosophie, après avoir étudié plus précisément la phénoménologie psychiatrique. Et donc le cours que je vais vous proposer, sera sans doute inspiré de loin par cette méthode. Là, il va être question de vous introduire un petit peu l'histoire de la psychiatrie, donc de parler de ce que beaucoup de gens savent. Le point important, là, c'est de vous montrer ce qu'il est peut-être important de savoir, le minimum qu'il faut savoir pour pouvoir s'orienter un petit peu en psychiatrie en première année. Euh, Parce que souvent, les études de médecine, c'est très scientifique, on vous en a peu parlé. Et cela permet de comprendre comment la clinique s'est construite. Elle ne s'est pas construite du jour au lendemain, elle s'est construite par la sédimentation de couches, d'expériences, de récits, de rencontres. Et c'est certainement intéressant de voir un petit peu la structure de cette construction. Et je crois aussi qu'il faut commencer par un questionnement sur la psychiatrie en tant que discipline. Est-ce que c'est vraiment une discipline médicale parmi d'autres? C'est malgré tout mon opinion. Oui, c'est une discipline médicale parmi d'autres. Ça repose sur l'observation. La plupart des signes cliniques sont des signes d'observation. On regroupe des signes en syndromes. Les syndromes eux-mêmes, quand ils parviennent à renvoyer à une étiologie, etc., sont caractéristiques de maladies. Bref, on a en psychiatrie comme en médecine une pensée classificatoire qui est fondée sur ce que l'on voit. Et en ce sens-là, nos classifications actuelles, par exemple le DSM, qui est la classification sur laquelle la plupart des psychiatres occidentaux se fondent pour faire de la recherche essentiellement, cette classification ressemble à des classifications antérieures. Elle a la même structure. Euh, la classification de Kraepelin, par exemple, à la fin du 19e, début du 20e, quelque part reste très actuelle, au fond, puisqu'on la retrouve presque inchangée, bien que les noms soient souvent différents, dans le DSM. En fait, la pensée classificatoire, elle reste la même, et il faut remonter derrière cette pensée classificatoire du 19e et du 20e siècle à l'idée qui émerge au 18e siècle que les espèces, toutes les espèces de la nature doivent être classées. C'est par exemple la classification de Linné, qui fait que chaque espèce peut être rangée dans une catégorie et que ces catégories sont étanches les unes aux autres, qu'il y a peu de croisements. Et au fond, on classe les maladies comme on a classé autrefois les plantes, les légumes. Et c'est vrai qu'on retrouve quelque part dans cet étiquetage qui caractérise la pensée du 19e et la pensée du 20e une sorte de botanique asilaire où on n'y retrouve pas souvent, pas toujours, derrière les classes, les personnes. Or, ce qui devrait nous fonder notre discipline en tant que praticien, ça devrait être aussi les personnes. Et ce jeu entre les classifications et les personnes nous montre un peu comment on travaille en pratique, quelle est la conduite à tenir, guidée par la pratique, comment on doit faire en somme. La médecine est fondée sur des preuves, c'est vrai, toutes les disciplines reposent sur une fondation sur des preuves aujourd'hui, mais elle est aussi fondée sur des valeurs, toutes les disciplines également reposent sur cette fondation sur des valeurs. Le normal, le pathologique, ce sont des valeurs. Si vous reportez à l'œuvre de Canguilhem, c'est ce qu'elle apporte essentiellement. Et si l'on réfléchit à ces questions sur les valeurs, on s'aperçoit que les étiquettes, les diagnostics étanches les uns aux autres ne contiennent jamais totalement les personnes, justement parce que ce sont les valeurs qui montrent ce que sont les personnes. Et cette continuité qui existe finalement entre ces catégories que l'on est forcé d'établir pour penser, ce sont plutôt des types. On est plutôt de telle
catégorie plutôt que d'une autre, mais on a quelques traits d'une autre catégorie aussi. Et c'est cette discussion-là, infinie, qui peut aussi amener à penser nos classifications comme des typologies. Ça doit vous paraître un petit peu compliqué, mais là-dessus, on y reviendra peut-être à l'occasion de notre cours. Deuxième question, est-ce qu'elle est une discipline spécifique? Vous verrez que souvent les psychiatres sont fiers de leur discipline, et cette fierté les amène à penser que leur discipline est toute singulière, elle ressemble à aucune autre, elle a ses valeurs propres, elle a son histoire propre. Et souvent, pour fonder cette idée que c'est une discipline spécifique, on travaille en disant que nous écoutons les gens. Notre discipline repose sur l'écoute. Pas seulement sur l'observation, sur le voir, mais aussi sur l'entendre. Et c'est certainement vrai. Mais peut-être alors qu'il faut se questionner sur qu'est-ce qu'on écoute. En fait, ce qu'on écoute, c'est le sujet, sa culture. On essaie de comprendre finalement comment lui, il est lui en particulier, par ses catégories, par ses structures, ses mécanismes de défense, ses complexes, tout ce qui fait qu'il ressemble aux autres, mais que par certains traits, il est surtout lui-même, essentiellement lui-même. Donc, il faut se tourner vers le sujet, la culture des personnes, et aussi donc vers la biographie. Le sujet est au centre de gravité de multiples histoires, c'est ce que vous apprendrez petit à petit, et vous vous apercevrez que nous sommes tous intriqués dans des histoires qui s'interpénètrent, se mélangent, forment une espèce de tissu, c'est le tissu du présent au fond, et c'est en essayant de comprendre ce tissu que vous ferez une clinique la plus adaptée certainement à la personne. Et ça supposera aussi que vous deveniez bricoleur, ou que vous puissiez faire un bricolage théorique, que vous puissiez jongler avec les courants de pensée, que vous puissiez comprendre comment la pensée psychiatrique est le résultat d'une construction et d'une déconstruction perpétuelle, la réalité des faits étant simplement la construction symbolique d'une réalité. Il n'y a pas la réalité une fois pour toutes, peut-être qu'il y a de nombreuses réalités, que notre histoire, en tant que discipline, renvoie à la construction symbolique de multiples réalités. Parmi ces réalités, vous verrez que souvent, l'argument développé par nos collègues, c'est l'idée qu'il y a une psychiatrie publique, une psychiatrie institutionnelle, un courant, qui doit dominer pour pouvoir faire vraiment de la clinique, derrière l'idée du secteur, cette idéologie. C'est un fantôme qui nous hante tous, d'une certaine manière. Il faut comprendre comment, là aussi, ça s'est constitué dans l'histoire, comment c'était en soi porteur de liberté, et comme toute liberté, comment elle a pu se chosifier, se réifier, et comment on peut le réinventer, comment il peut nous hanter à nouveau. Et cela fera aussi partie du bricolage théorique que vous aurez à apprendre en apprenant l'histoire de la psychiatrie. Parce qu'en effet, ce qui dépend essentiellement des courants de pensée, c'est l'approche thérapeutique. Ce qui vous étonnera le plus, je crois, quand vous traverserez des services différents, c'est de voir combien les approches peuvent être différentes d'un service à l'autre. Ça dépend des courants de pensée, ça dépend des catégories utilisées, ça dépend des positions que l'on a prises dans ces courants de pensée. Et le savoir psychiatrique est enseigné, comme tous les savoirs, par une méthode que l'on essaie de renouveler, on transmet une méthode, et puis aussi on diffuse par transposition un savoir déjà constitué. Et vous verrez comment influence l'approche thérapeutique le savoir déjà constitué, et comment finalement nous pratiquons tous un petit peu en appliquant des techniques, en faisant référence à des savoirs, en jonglant, mais en devenant experts lorsque nous pouvons enfin nous en libérer. Et peut-être que l'âge, au niveau du clinicien, apporte cette capacité à se libérer des savoirs déjà constitués. Vous verrez que coexistent plusieurs paradigmes, de nombreux paradigmes, qui coexistent dans la tête des psychiatres, qui coexistent aussi dans la tête des patients, en fait, qui coexistent dans tous les hommes. Et il faut prendre à repérer l'influence de ces courants pour voir que les gens ne sont pas intégralement soumis à un seul courant. La plupart du temps, ces courants coexistent. 4 grands courants, donc. Il y a un courant magico-religieux, un courant organiciste, un courant psychopathologique et
des courants que Georges Lanthéry-Laurac, qui était un des maîtres en psychiatrie, de l'épistémologie phénoménologique, de l'histoire de la psychiatrie, c'est qu'il appelait donc courants extrinsèques. Les courants extrinsèques, ce sont ceux qui naissent en dehors de la psychiatrie et qui lui sont appliqués comme du dehors. La sociologie, par exemple. Et puis nous verrons sans doute que toutes ces questions laissent ouvertes un certain nombre d'autres questions. On pose des problèmes ici, dans ce cours-là, on essaie de cerner ces problèmes, et on voit qu'ils ont encore un horizon de questions. La question de l'histoire de la psychiatrie, par exemple, son lien au courant des pensées, est quelque chose de fondamental. On va en donner deux exemples. L'exemple classique, c'est celui de Foucault, Michel Foucault. Ce qu'il a pu montrer de vraiment important, c'est que la psychiatrie est quelque chose qui est lié au pouvoir. Et donc, on ne peut pas faire de la psychiatrie sans penser aussi avec une pensée politique, qui renvoie ce pouvoir à des structures, à des idéologies, à l'histoire comme quelque chose qui résulte aussi de l'implication d'idéologies, d'application du pouvoir, d'abus de pouvoir parfois, et comment les asiles, par exemple, se sont constitués à partir du XVIIIe siècle sur cette base-là. Un autre exemple, c'est Georges Lanthéry-Laurac, que je vous ai cité tout à l'heure. Quand il parle de la psychiatrie de l'histoire, il renvoie finalement à l'idée que les courants psychiatriques, les signes cliniques, se construisent dans le temps, non pas avec un leurre qui consisterait à penser qu'il y a des précurseurs de la pensée moderne et qu'ensuite, tout d'un coup, quelque chose se révèle vrai et que c'est vrai une fois pour toutes, mais que les hypothèses, une fois prouvées, balayent les hypothèses fausses antérieures. Ça, c'est une conception un peu mécaniste de l'histoire. Lanthéry-Laurac propose une autre conception qui essaie de renvoyer à l'idée que l'histoire, c'est au fond toujours l'histoire d'une genèse des signes, d'une généalogie. En déconstruisant les signes, on comprend comment ils peuvent avoir acquis une certaine importance dans une certaine époque, etc. Par exemple, il est évident que l'idée même de l'asile est une idée, de l'aliénation, est une idée qui renvoie à une pensée de la liberté qui est issue de la Révolution française. C'est quelque chose que nous verrons très rapidement. Toutes ces questions renvoient donc aussi à l'idée qu'il y a finalement, pour fonder ces courants, une sorte de synthèse impossible entre l'objectivité et la subjectivité, entre l'histoire et les phénomènes, entre la philosophie et la science psychiatrique. Et cette synthèse impossible, elle trouve un nœud, une sorte de cœur. Elle est appliquée à ce cœur, mais elle en sort aussi. C'est le cas de l'expérience vécue. La clinique, elle est toujours issue de l'expérience vécue, et c'est ce que vous apprendrez à la fois, on peut le dire d'une façon humoristique, aux dépens des patients et à vos propres dépens. Ou grâce à eux. Et grâce à vous. Nous avions dit qu'il y avait 4 courants. Eh bien, on va commencer par le courant magico-religieux. Il faut que vous sachiez que ça ne sera pas très long, c'est juste pour vous mettre un petit peu quelques idées dans la tête. Courant magico-religieux, c'est quelque chose qu'on sait tous. Depuis l'Antiquité, la folie c'est une maladie sacrée, l'épilepsie est une maladie sacrée. Il y a toujours dans l'idée que, au fond, le fou, celui qui sort du rang, celui qui sort du sillon, qui délire, c'est quelqu'un qui dit peut-être une vérité sacrée, une vérité religieuse, une vérité sur l'intimité peut-être, sur la culture tout entière. Au fond, ce qui est important peut-être dans cette affaire, c'est que la folie, ça a du sens pour tout le monde, pour nous tous, c'est que ce sens premier, c'est celui d'une maladie sacrée qui dit un sens, un petit peu le sens caché des choses. Ça renvoie aussi dans d'autres cultures, au chamanisme, aux sorciers, et les religions monothéistes, qui ont été celles dans lesquelles l'Occident est né, et par laquelle il est devenu impérial d'une certaine manière, ces religions monothéistes renvoient la folie en fait à une action divine, mais sous l'angle quand même de la culpabilité ou de la punition,
ou de la possession, etc. La folie, c'est une punition divine, une sorte de malédiction. Ça peut être une possession démoniaque, de sorcières, les sorcières de Salem, etc. Et puis, en gros, ça renvoie à cette idée que la folie, c'est un être autre que la personne qui s'empare de la personne et qui la transforme et qui, au fond, la divise. Et là, un petit peu d'étymologie quand même intéressante. Ce qui nous réunit, c'est le symbole. Alors ça, on le sait tous à peu près. Hein, c'est ce qui met avec deux morceaux d'une pierre qu'on avait cassée, et ça permet de se reconnaître plus tard. C'est ça l'origine étymologique du symbole. Ben, parallèlement à ça, le diable, c'est exactement l'opposition. Le diable, diabolon, c'est ce qui divise. Et au fond, les religions monothéistes, qui sont donc fondées sur une unité du un, de l'être, eh ben, le diable, ça va être celui qui divise cette unité en s'emparant de la personne. Et ça nous questionne peut-être globalement sur notre culture. De quelle manière il faut un diable pour pouvoir expliquer la folie et pour pouvoir expliquer donc une certaine ambiguïté du sens qui pourrait être à l'intérieur de chacun de nous. L'ethnopsychiatrie, c'est un courant à l'intérieur de l'histoire de la psychiatrie, mais l'ethnopsychiatrie, on peut dire qu'elle est issue directement de ce courant religieux. Ce qui compte dans l'ethnopsychiatrie, c'est l'idée que les cultures influencent, bien entendu, les signes cliniques, qu'on peut comparer les cultures, et qu'en comparant les cultures, souvent on peut trouver ce qu'il y a de commun, ce qui ne change pas entre les cultures, ou bien ce qui varie, ce qui est assez spécifique. Lorsqu'on s'intéresse à ce qui varie, il y a toujours le risque d'une dérive, c'est que finalement, une dérive ethnocentrique, on va dire, qui fait que, au fond, on voit dans la culture des autres quelque chose d'un petit peu exotique. Et dans des maladies spécifiques, une forme de cet exotisme, c'est une pensée occidentale, et celle-là, il faut s'en défier absolument. En revanche, ce qu'apporte l'ethnopsychiatrie, la plus fondamentale, celle de Devereux, par exemple, qui est appliquée au centre Minkowska, où vous pouvez faire une psychothérapie à Paris dans pas loin de 70 langues, eh bien, c'est que la spécificité de la culture, vous la retrouvez dans la langue, et en parlant la langue du patient, vous pouvez mieux le comprendre parce qu'il y a une trace non seulement de la culture, mais de la construction de ces symptômes, un peu spécifiques à chaque fois, à chaque langue. Parler la langue du patient, d'ailleurs, ça m'amène à une autre réflexion, c'est que vous verrez que certains psychiatres inspirés par la philosophie phénoménologique emploient un jargon particulier, et qu'en fait, curieusement, lorsqu'ils parlent avec les patients, parfois on a l'impression qu'ils parlent leur langue, justement, parce que c'est une langue qui déconstruit les mots, qui déconstruit l'expérience vécue. Ce qui me renvoie aussi à l'idée que, au fond, l'apport de l'ethnopsychiatrie montre qu'une approche anthropologique peut être utile à la clinique psychiatrique et qu'on peut, toujours dans ce courant lointain des courants religieux, comprendre que, en choisissant son terrain d'étude, comme font les anthropologues, en observant et en participant à l'expérience vécue avec d'autres et donc à la culture d'autres personnes, on peut repérer des éléments de généralité, parfois des traits singuliers, qui construisent à la fois les symptômes et la culture. Et vous verrez souvent qu'un des exemples les plus caricaturaux sont les cultures dans lesquelles manifestement coexistent les vivants et les morts. Lorsque vous verrez que, par exemple, une femme, je pense à un cas clinique, c'était une femme qui buvait beaucoup d'alcool, qui était dans l'addiction, et qui buvait beaucoup d'alcool de façon un petit peu paroxystique, la nuit, quand elle était mal, et on avait l'impression qu'elle faisait essayer de faire taire ses symptômes de cette façon-là avec l'alcool. Puis un jour, elle nous a expliqué qu'en fait, c'était pas elle qui buvait, c'était son mari, qui était mort depuis une vingtaine d'années, qu'elle n'avait pas pu enterrer là où elle le voulait,
et son mari continuait à boire au travers de son propre corps. Ça, on peut avoir envie de l'attribuer à d'autres cultures que la nôtre, et de se dire qu'il y a un certain exotisme là-dedans. Mais à dire vrai, si on fait une approche anthropologique dans notre propre culture, ce qui est possible, on s'aperçoit que dans la France profonde, les vivants et les morts coexistent aussi, et que vous alliez en Bretagne ou en Corse, ou sans doute partout dans la France, vous verrez qu'il y a des gens qui croient aux fantômes, et qui continuent sans doute à alimenter en buvant le fantôme de leur mari. Ce qui m'amène à penser aussi qu'il y a une coexistence de tous ces modèles, et qu'en fin de compte, il va nous falloir faire avec la coexistence des modèles étiologiques et les comprendre d'un point de vue anthropologique, pour pouvoir comprendre de quelle manière les personnes souvent essaient de survivre à leur maladie ou de la dépasser en lui donnant un nom. Nommer la maladie, c'est le travail de Byron Good, d'un anthropologue donc, qui s'appelle Byron Good. Nommer la maladie, ça permet de l'intégrer dans une histoire, quel que soit le modèle étiologique, que l'on dise que sa maladie est liée à un virus, que l'on dise qu'elle est liée à une possession, que l'on dise qu'elle est liée à un désordre des humeurs, que l'on dise qu'elle est liée à un problème de sérotonine ou de dopamine, l'important c'est de pouvoir la nommer pour l'intégrer dans une histoire. Passons maintenant au courant organiciste. Là aussi, depuis l'Antiquité, la folie s'est donnée pour beaucoup de personnes comme un dérèglement du cerveau. On peut remonter par exemple, Hippocrate le dit quelque part, mais Galien tout particulièrement le remarque. Donc la folie est un dérèglement du cerveau pour les hommes depuis toujours. Il y a même un endroit d'ailleurs dans la Bible, je ne sais plus dans quel passage, où Jésus essaie de guérir par un miracle un paralytique, et où les apôtres, enfin l'apôtre qui raconte l'anecdote dit Jésus n'a pas pu parce que c'était vraiment un autre problème, c'était sans doute un problème de maladie. Mais donc, c'est une pensée qui existe depuis toujours, cette idée que la folie est liée à une maladie, et tout particulièrement une maladie du cerveau. Toutefois, le courant organiciste, à proprement parler, il remonte essentiellement à la pensée cartésienne, donc la pensée occidentale typique, la pensée de Descartes. Ça remonte au XVIe, où c'est l'époque de la Renaissance, la fin de la Renaissance. On a fait les premières autopsies. Les autopsies montrent très clairement que les organes, qu'on retrouve les causes des pathologies dans les organes, et ça rentre en contradiction avec la thèse de la possession, avec la thèse du diable, et ainsi de suite. Et on va commencer à bâtir toute une science sur une science du corps. Et Descartes, par sa pensée qui scinde le corps et l'esprit, qui montre que, en fin de compte, le sujet de la connaissance est quelque chose qui rapproche l'homme de Dieu d'une certaine manière, et qu'en fait, si l'on doute de tout, etc., l'ego cogito, ce qui reste, c'est ce sujet qui pense. Et ce sujet qui pense, il est quelque part supérieur ou au-dessus du corps. Il est dissocié de ce corps dans cette forme de pensée. Et donc il va y avoir une sorte d'opposition du corps et de l'esprit à partir de Descartes, qui va être de plus en plus pensé comme intangible, une sorte de réalité une fois pour toutes. Et ce dualisme cartésien entre le sujet et l'objet, entre le corps comme une sorte de machine et le sujet et la pensée, l'esprit, l'âme, qui rapprocherait l'homme de Dieu, va faire que on va essayer de rapporter les maladies objectivables à une maladie liée au corps, et donc à un dérèglement du cerveau. Et le cerveau va pouvoir être objectivé par une étude anatomique, biologique, etc. Et de là sont issues les premières classifications du XVIIIe. Une classification inspirée de Linné, c'est celle de l'anglais Cullen, par exemple. Et puis aussi une classification qui est celle de Pinel, et vous verrez qu'elle est très inspirée par la tradition philosophique des humeurs, mais qu'elle est aussi issue, née de la Révolution,
Pinel, par exemple, appelle son traité de psychiatrie le traité de médecine philosophique. Dans ce traité de médecine philosophique, le mot de psychiatrie n'existe pas encore, il sera inventé par un Allemand au XIXe. Ce traité de médecine philosophique, qui essaie de montrer comment les pathologies mentales sont dans des dérèglements de l'humeur, des excès dans les humeurs, etc., conduisent à une perte de la liberté. Les excès par rapport aux humeurs conduisent à une aliénation. L'idée même, donc, ce qui est le propre du sujet humain, qui est sa liberté, ce qui est un des principes de la Révolution, cette question de la liberté, c'est issu des Lumières, etc. Cette question de la liberté, elle est mise à mal par la maladie mentale, et l'idée d'une aliénation mentale, comme fondatrice de toutes les pathologies, est au centre de la pensée de Pinel. Et c'est cette idée d'une aliénation mentale qui fait qu'en France, en tout cas, mais dans l'Europe tout entière, la psychiatrie va se développer au travers de l'idée que les maladies sont une perte de la liberté de penser, de la liberté de discerner les choses, de la liberté d'agir, qu'elles doivent donc être également compartimentées, catégorisées, enfermées, et qu'il faut le faire pour que les malades puissent aussi peut-être se reposer par rapport à cette aliénation, mais qu'ils puissent être aussi isolés, etc., qu'il va falloir créer des asiles. Un élève de Pinel va inventer l'asile psychiatrique, Esquirol, et il faut retenir que la psychiatrie est issue de la Révolution en ce qu'elle a contribué et définitivement assis finalement une opposition quelque part entre la science, qui permet la liberté d'une certaine manière, et la religion, qui introduit du dogme. Au XIXe siècle, ce paradigme de l'organicisme va être développé dans des paradigmes fondateurs. Là aussi, il faut se référer à l'histoire de la médecine tout entière. Par exemple, Auguste Comte et Claude Bernard. Auguste Comte qui décrit le positivisme, qui donne l'importance du milieu. Je fais une petite parenthèse, accessoirement, c'est un délirant. Auguste Comte, qui est manifestement l'un des fondateurs d'une pensée scientifique moderne, était aussi un homme qui délirait. Il délirait notamment sur une forme de religion positiviste, avait fait d'Héloïse, l'Héloïse dont était amoureux Abélard, une sorte de déesse, et avait toute une fantaisie délirante autour de cette religion positiviste. Fin de la parenthèse, c'était juste pour vous amuser un peu et pour vous montrer que finalement, les grands créateurs de science ne sont pas forcément à l'abri de la déraison. Si on finit cette parenthèse, il faut parler de Claude Bernard. Claude Bernard, c'est l'inventeur de la médecine expérimentale. Quand vous vous fondez sur une médecine fondée sur des preuves, en fait, vous faites tous implicitement référence à Claude Bernard, et il aura son importance également dans la pensée psychiatrique. Vous le verrez à l'occasion de la description de certains troubles, et notamment en ce qui concerne la description de la distinction entre le normal et le pathologique. L'œuvre de Canguilhem, l'œuvre philosophique de Canguilhem sur le normal et le pathologique, va être une pensée qui va questionner l'œuvre de Claude Bernard. Je vous le cite simplement, il faudra que vous le lisiez pendant votre internat, un jour ou l'autre. Ça vous apportera certainement beaucoup pour penser votre pratique courante. Un autre paradigme fondateur de l'organicisme, c'est l'idée que si c'est un dérèglement du cerveau, la maladie mentale doit donc reposer sur des traces, sur des lésions au niveau du cerveau, et ces lésions elles-mêmes doivent pouvoir être repérées avec une certaine régularité dans un rapport avec la clinique et l'évolution de la clinique. C'est une idée qui traverse tout le XIXe siècle, c'est l'idée que doivent être parallèles l'évolution de la clinique, des symptômes donc, et l'évolution des lésions anatomiques. C'est le parallélisme anatomo-clinique. Et il se trouve qu'une maladie psychiatrique, une forme de délire, appelée la paralysie générale, c'est rien d'autre que la syphilis tertiaire, la neurosyphilis, cette paralysie générale
un médecin du nom de Beyle arrive à montrer que son évolution clinique est liée à l'évolution des lésions méningées d'une façon caractéristique. Il montre ça à partir d'autopsies. Ce qui est donc la preuve qu'une maladie mentale est une maladie du cerveau et qu'en plus, elles évoluent parallèlement à la maladie du cerveau. Et là, ce paradigme est essentiel parce que la plupart des psychiatres organicistes vont penser que toutes les maladies peuvent être pensées d'une façon identique et que la schizophrénie, la paranoïa, les troubles bipolaires renvoient à des lésions anatomiques dont l'extension explique l'extension des signes. Aujourd'hui encore, on retrouve beaucoup de psychiatres et beaucoup parmi les scientifiques qui ont une pensée qui n'est pas très éloignée de cette idée d'un parallélisme anatomoclinique. Lorsque vous rencontrez un psychiatre contemporain, vous avez déjà dû en rencontrer dans votre jeune vie d'étudiant, qui vous dit que cette personne n'a plus tout son discernement, qu'elle manque d'insight, et que ce manque d'insight est lié certainement à des lésions cognitives, à des lésions au niveau du préfrontal, et que ça entraîne des troubles cognitifs, et que parmi ces troubles cognitifs, il y a cette difficulté du discernement et cette perte de l'insight. Elle fait référence implicitement à un parallélisme anatomoclinique dont il n'est pas sûr qu'il soit absolument prouvé, mais dont il est certain qu'il témoigne de la soumission à un paradigme qui n'est pas toujours questionné chez la plupart de nos collègues. De la même façon, l'idée d'un psychiatre genevois qui s'appelait Morel, de la dégénérescence, aura un impact considérable dans la psychiatrie du 19e, dans la psychiatrie du 20e. Et vous en trouvez d'ailleurs un impact dans la culture. Si vous êtes amateur de Zola, vous vous souvenez peut-être de l'arbre généalogique des Rougon-Macquart, où finalement c'est un arbre généalogique qui reproduit sur 3 générations tous les effets de la dégénérescence. Il était très inspiré par Morel, et par un psychiatre qui était l'élève de Morel, et qu'il citait souvent, Zola, et il montre comment chez les Rougon-Macquart, la première génération boit, la deuxième fait des malades mentaux, et la troisième fait des idiots et des déficits de l'intelligence. Évidemment, ça n'est probablement pas vrai, on l'espère, mais réfléchissez, je crois que nous en sommes tous un petit peu pénétrés de cette pensée naturaliste, peut-être via Zola, peut-être via l'influence qu'elle a eue ensuite au XXe siècle, mais quelque part, il y a des proverbes qui disent ça, les parents boivent, les enfants trinquent. La théorie de la dégénérescence, c'est ce à quoi elle renvoie, et c'est sans doute aussi ce qui rend difficile le questionnement par rapport à la génétique. La théorie de la dégénérescence a conduit à l'eugénisme d'Alexis Carrel. Et puis, non seulement ça peut faire penser à l'eugénisme, mais ça doit nous faire penser aujourd'hui à des questions véritables sur, par exemple, la part d'hérédité des troubles anxieux. Même Freud l'avait remarqué. Enfin, on ne pourrait pas penser à l'organicisme sans penser à Charcot. Vous devez voir d'ailleurs vous devez avoir une toile en tête qui montre Charcot et tout son aéropage de médecins qui assiste à la monstration d'un cas, une dame qui est en train de tomber en pamoison sur l'infirmière derrière qui essaie de la retenir, et dont Charcot a provoqué la crise d'hystérie. L'hystérie à la Charcot était un questionnement pour la neurologie, et c'était un questionnement justement pour le parallélisme anatomoclinique, puisque la conversion hystérique défiait tout parallélisme anatomoclinique et montrait comment le symptôme pouvait être relié à d'autres influences, et notamment l'influence de la suggestion. Freud assistait à ces démonstrations, et dans une certaine mesure, Freud lui-même était, au moins initialement, mais peut-être toute sa vie, un organiciste. Tous ces paradigmes doivent être associés à la conception de Kraepelin, qui
a fait la première classification internationale des maladies mentales, rassemblant des symptômes, des syndromes épars, des maladies décrites par les uns, décrites par les autres, et en les rassemblant dans une classification rigoureuse, pensée sur la base de l'évolution de la maladie. On reparlera certainement de la classification de Kraepelin, mais disons que pour certaines maladies mentales, elle présentait l'inconvénient, et ceux qui pensent de cette manière continuent à gêner peut-être l'évolution personnalisée de la psychiatrie, l'évolution vers le rétablissement, parce qu'elle concevait certaines maladies mentales par rapport à l'évolution finale. La démence précoce, qui était l'ancêtre de la schizophrénie par exemple, est notamment décrite par rapport au déficit final qui la caractérise, qui la caractériserait. Au fond, lorsqu'on fait un diagnostic, selon Kraepelin, de schizophrénie ou de démence précoce, on signe quelque part l'arrêt de mort du sujet. Évidemment, ça n'est pas vrai. C'est même stigmatisant et cela renvoie probablement au fait que la psychiatrie peut créer, via ce genre de stigmatisation, des pseudo-déficits. Au XXe siècle, le courant organiciste va connaître un nouvel avatar qui sera le développement de la psychiatrie biologique. Ça renvoie au premier traitement de choc, au traitement par insuline par exemple. Parfois ça marche, on ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. Ça va passer ensuite par la découverte de la sismothérapie, qui, à l'évidence, dans certains troubles psychiatriques, comme la mélancolie, marche, parfois même mieux que le reste, mais on ne sait pas pourquoi, et c'est un objet de recherche, jusqu'à ce qu'il aura été appelé la révolution neuroleptique, qui va être liée à la découverte du largactyle, et qui était à l'origine employé en anesthésie. Comme on vous en parlera beaucoup certainement dans ces cours, je ne vais pas en dire plus, mais j'aimerais dire quand même quelques mots sur cette idée que les neuroleptiques ont bouleversé le paysage de la psychiatrie. Quoi qu'on pense des neuroleptiques, c'est sans doute vrai. Lorsque vous regardez les descriptions qui sont faites dans les revues classiques de psychiatrie en français, comme l'Évolution psychiatrique ou les Annales médico-psychologiques, vous voyez la description de ces premiers patients, de ces premiers bâtiments asilaires, où il y avait souvent 20 personnes dans un dortoir, et comment les voisins, par exemple, jusqu'alors entendaient des cris, les cris des patients, des cris de fous, et comment, tout à coup, avec quelques médicaments, les patients ne criaient plus, ils commençaient à sortir, ils pouvaient sortir. Ceux qui valorisent la psychiatrie biologique vous diront à juste titre que ce sont les neuroleptiques qui ont permis la sortie des malades en ambulatoire à l'extérieur des asiles. C'est en partie vrai, mais ça doit être là aussi questionné. Deuxième courant important du XXe siècle que la psychiatrie biologique a indirectement facilité, c'est le behaviorisme. Le behaviorisme introduit une méthode d'observation du comportement et l'idée même aussi que le comportement observé, s'il est observable, peut être également mesuré. Et en tant que tel, il va de pair avec la psychiatrie biologique parce que il va y avoir une influence considérable de la métrologie, des échelles, ce qui permet d'avoir des données quantitatives et qui elles-mêmes permettent de publier dans des revues scientifiques. Donc il y a une sorte d'auto-entretien de la métrologie avec la psychiatrie biologique, avec le reste de la médecine, et c'est sans doute un élément important, y compris d'un point de vue économique. L'influence économique sur l'essor de la biomédecine, c'est quelque chose qui doit être évidemment questionné. Je vais vous en donner un exemple rapidement. La catégorie du trouble anxieux généralisé, que vous tenez tous aujourd'hui comme une catégorie bien solide, bien étanche, elle renvoie
à ce qu'autrefois on appelait la névrose d'angoisse, qui est le même renvoyé donc à la pensée freudienne. Et Freud, quand il parle de l'anxiété dans la névrose d'angoisse, c'est probablement la seule chose qu'il attribue vraiment à un effet cérébral, à quelque chose de cérébral, et c'est là où il montre qu'il peut être un organiciste pur et dur. Il pense même que l'anxiété est héréditaire, d'une certaine façon. Eh bien, cette anxiété héréditaire dans la névrose d'angoisse, on la retrouve dans ses symptômes, dans l'organisation de sa symptomatologie, dans le fait qu'une catégorie comme les troubles anxieux généralisés soit isolée dans les DSM, DSM-4, DSM-5, et cette catégorie est d'autant plus facilement isolée que l'on constate, dans le moment où on l'isole, l'efficacité d'un sérotoninergique et efficacité qui semble d'autant plus importante pour le laboratoire et pour ceux qui vont en développer l'extension. Cette influence économique est d'autant plus visible sur l'essor de la biomédecine que, pour prendre l'exemple du trouble anxieux généralisé dont je viens de vous parler, à l'isolation de cette nouvelle maladie, à cette définition stricte, vont correspondre aussi l'usage qui va faire référence d'un antidépresseur sérotoninergique, et que, au miracle, il se trouve que cet antidépresseur sérotoninergique, au moment où la catégorie est développée et étudiée, tombe dans le domaine public et ne rapporte plus d'argent au laboratoire dans l'indication précise qui était celle de l'épisode dépressif majeur. En retrouvant une autre indication catégorielle, il retrouve aussi un nouvel essor économique. Envisageons maintenant le courant psychopathologique. Alors le courant psychopathologique, dans certains ouvrages pas très bons d'histoire de la psychiatrie, vous verrez qu'on le fait remonter au courant spiritualiste, au traitement moral. Or, la psychopathologie, ça n'est pas ni le courant spiritualiste, ni le traitement moral de Pinel. Le courant spiritualiste, qui était développé fortement au XIXe siècle, à l'issue de Cabanis, etc., qui faisait de la folie un dérèglement de l'esprit. Le courant psychopathologique ne parle pas du tout d'un dérèglement de l'esprit, il ne renvoie pas à ce genre de classement. De même, il n'est pas le traitement moral de Pinel et d'Esquirol, le traitement moral constitué à essayer de rééduquer les patients. C'était déjà peut-être intéressant, mais de les rééduquer par le travail, et puis en leur inculquant des valeurs saines, pour bien faire comprendre combien ces valeurs étaient importantes. On leur donnait des douches froides, on les enfermait, et tant qu'ils ne modifiaient pas leur point de vue ouvertement, ça s'apparentait un petit peu au travail de l'Inquisition. Ce n'est pas ça la psychopathologie. Ce n'est pas non plus la psychologie. Ce que vous allez apprendre au cours de vos études, c'est que la psychopathologie, ce n'est pas forcément comprendre d'un point de vue psychologique. Ce n'est pas parce que vous deviendrez fort en psychologie que vous comprendrez plus les patients que vous aiderez à soigner, que vous contribuerez à soigner. La grande question de la psychologie est de comprendre, ça remonte à Karl Jaspers, mais vous verrez que souvent les psychanalystes disent qu'il faut se garder de comprendre. Je vous explique tout de suite. Il y a certaines choses que l'on peut comprendre parce qu'on se met à la place des gens. C'est un petit peu ça l'empathie. Et quand on se met à la place des gens, on a l'impression de les comprendre jusqu'à un certain point. Et parfois, on se contente de ça. La psychologie populaire, par exemple, ça nous permet de nous comprendre tous ensemble, dans une certaine approximation, mais en arrivant à s'entendre, à nous entendre. Ça ne permet peut-être pas d'avancer lorsque vous faites de la psychothérapie ou de la psychiatrie, parce que ce qui va être intéressant dans votre métier de psychiatre, c'est justement d'essayer d'approfondir la compréhension, d'essayer de comprendre ce que l'on ne comprend pas du point de vue de la psychologie, d'essayer de comprendre la bizarrerie de certaines personnes, d'essayer de comprendre le jargon de certaines personnes, d'essayer de comprendre comment on peut en arriver là, etc. Donc, comprendre au-delà de la compréhension psychologique. Ça, c'est la psychopathologie. Et c'est en ce sens que la psychopathologie est née de l'œuvre de Freud principalement, Freud et la psychanalyse donc. Vous apprendrez, lorsqu'on vous parlera de la psychothérapie, plus en détail, comment l'œuvre de Freud, quelque part,
remonte à Charcot, à l'hystérie, comme je vous l'ai dit, et à Bernheim, qui a eu toute une école autour de l'hypnose. Alors le PowerPoint est menteur, parce que j'ai écrit, en faisant un lapsus, Bernstein, et ce n'est pas un auteur de comédie musicale, c'est Bernheim, qui a dirigé l'école de Nancy. Donc, ce qu'il faut déduire de cette idée de Charcot et de Bernstein, c'est que les symptômes sont modifiables par la suggestion. Et que dans l'hypnose, il se passe des choses au-delà de cette suggestion qui montrent finalement que les symptômes ont du sens. Donc, Freud, en commençant par faire de l'hypnose, en hypnotisant ces jeunes patientes, c'était essentiellement des jeunes patientes, ou des patientes en général, plus que des hommes, il montrait comment certains symptômes trouvaient leur place dans un récit, dans une histoire. Les gens sous hypnose étaient un petit peu plus libres et racontaient leur propre histoire, et souvent on en arrivait dans l'hypnose à faire renvoyer ces symptômes à un sens, souvent dans la sexualité, souvent dans le rapport très conflictuel entre la sexualité et l'interdit, ce qui l'a amené à dégager des notions comme le refoulement, la répétition, l'idée que tous les symptômes réalisent une sorte de conversion somatique et qu'ils résultent d'un conflit intérieur. Tout cela, on vous l'expliquera à nouveau, si vous vous y intéressez, et on vous montrera de cette façon-là que la vraie révolution scientifique, on peut dire, de l'œuvre de Freud, de la psychopathologie, c'est la découverte, la mise à jour de l'inconscient. Et cette mise à jour de l'inconscient, le fait que l'homme puisse faire des choses qu'il ne comprend pas, le fait qu'il puisse être agi, parfois que des choses échappent à son contrôle, montre que c'est un paradigme nouveau, l'homme n'est plus le maître de lui-même, et s'il n'est plus le maître de lui-même, toute sa conception de l'expérience doit être remise en cause. La deuxième révolution scientifique qui est introduite par la psychanalyse, peut-être, c'est la notion de transfert. C'est l'idée que dans la relation thérapeutique avec le thérapeute, le psychiatre, le médecin va soigner en prenant en compte le fait que sur sa propre personne, le patient transfère des vécus qui lui sont propres, des éléments de son histoire, des conflits intérieurs. Au fond, il lui prête souvent un rôle ou une identité qu'il n'a pas, et plus il est neutre, plus sur lui sont projetés comme ça des idées, des fantasmes, des souvenirs, des formes de relations, ce que la psychanalyse va appeler la relation d'objet. Et qu'en les analysant, en essayant de les interpréter, on peut faire progresser peut-être la personne, dévoiler certains aspects du sens de ces symptômes. Parfois, le symptôme disparaît. Ce n'est pas obligé. Le but de la psychanalyse, ce n'est pas de faire disparaître le symptôme, c'est surtout de montrer qu'il a du sens. Et qu'il en a en général plusieurs. Il est, comme on dit, surdéterminé. Vous voyez que le courant psychopathologique, donc, inspiré par Freud, est un courant qui va montrer que les symptômes ne sont pas simplement des items dans une catégorie, mais des éléments de la construction du sens dans la biographie de la personne. Et cela, c'est une vérité qui dépasse largement la psychanalyse. J'aurai peut-être l'occasion, à d'autres moments, de vous parler d'autres courants issus de la psychopathologie, comme la Daseinsanalyse, la psychiatrie phénoménologique, Binswanger, parce qu'ils sont inspirés par des philosophies, de vous parler des courants existentialistes, etc. Ce n'est pas le moment, on le fera quand on parlera des courants en psychothérapie. Il faut juste que je vous dise, avant de finir ce cours, qui était déjà bien long, un mot sur les courants, non pas le courant existentiel, mais sur les courants extrinsèques. Donc ce sont des courants qui situent, ou qui resituent, dans la définition de Lanteri Laura, la folie hors de l'individu lui-même, la folie hors de l'être, en quelque sorte. De l'être, de l'homme, tel qu'il est pensé comme un individu, tout au moins en Occident. Ces courants extrinsèques, il y en a plusieurs. On va surtout évoquer, si vous voulez, deux courants, l'antipsychiatrie et les thérapies familiales. L'antipsychiatrie, c'est
l'idée qu'au fond, c'est la psychiatrie elle-même qui crée les symptômes, et qu'au fond, elle est plutôt toxique de ce point de vue-là, plutôt néfaste, elle est l'incarnation d'un pouvoir. Et donc, il faut contester la façon dont le pouvoir et la psychiatrie sont liés, la façon dont la clinique est produite par l'asile, et comment il faudrait donc sortir de l'asile, sortir de la psychiatrie elle-même, comme une discipline constituée, la critiquer pour pouvoir se reposer sur ce qui reste de l'être humain, qui est sa liberté propre, sa conscience, sa capacité de révolte, sa capacité de reprendre son propre pouvoir. Je crois que l'antipsychiatrie, quelque part, est l'ancêtre de la pensée de l'empowerment, du rétablissement, tel que on vous en parlera aujourd'hui beaucoup. Lisez certains auteurs de l'antipsychiatrie dans votre cursus parce que vous y apprendrez beaucoup. Ronald Lenk sur tout ce qui a un rapport entre la psychose, les pratiques communautaires et la possibilité de faire une psychothérapie de la psychose, éventuellement parfois sans médicaments. Et lisez Basile, il y a aussi, vous apprendrez dans l'histoire de la fermeture des asiles en Italie, à la fois l'intérêt révolutionnaire que ça a pu avoir et l'intérêt politique que ça a eu dans l'Italie moderne, mais aussi peut-être certaines des catastrophes que ça a pu engendrer. C'est important de ne prendre parti qu'en connaissance de cause. Enfin, je vous dis quelques mots de thérapie familiale. Dans les thérapies familiales, le patient est le symptôme de la famille, c'est ce que vous savez tous. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce sont des applications finalement de l'anthropologie. Bateson était un anthropologue, et des applications de l'anthropologie à ce petit groupe qu'est la famille, qui montrent qu'au fond, ce petit groupe est soumis à une logique de système. Il repose aussi sur la théorie des systèmes, la logique de la communication, et tout un courant thérapeutique qui n'est pas très éloigné de l'antipsychiatrie au départ, montre comment on peut agir plus sur le contexte familial, sur la famille dans son ensemble, comme un système que l'on peut modifier pour introduire du changement, et que l'introduction du changement changera peut-être aussi une partie du destin de l'individu. Si ce n'est de son destin, lui permettra peut-être de le reprendre à son propre compte lorsque la nécessité lui apparaîtra. Aujourd'hui, je considère que font partie de ces courants extrinsèques les approches citoyennes que nous développons aussi, entre autres dans notre service à Sainte-Marguerite, dans toutes les équipes qui en émanent, qui sont essentiellement tournées vers l'ambulatoire, ce n'est plus vers l'idée que le lit temps plein constitue l'essentiel de la démarche clinique, c'est juste l'idée qu'il faut aider les patients à retrouver leur propre pouvoir, ce qui est un changement de paradigme complet, et qui n'est pas sans rappeler l'idée même de la désinstitutionnalisation qui était propre aux années 80 dans le courant antipsychiatrique. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce cours ne vous aura pas découragé de regarder mes cours futurs. Je suis convaincu en tout cas qu'il ne vous aura pas découragé de regarder ceux des autres.